Le cercle RH pour parler du dialogue social et puis l'incarner, ce mot dialogue social, parce que c'est un mot que les politiques utilisent tout le temps, le dialogue social, les chefs d'entreprise qui viennent sur ce plateau, mais là les partenaires sociaux sont en conclave, c'est le mot qui a été utilisé, envoyés en quelque sorte par François Bayrou pour travailler, réfléchir rapidement à trouver une issue à la réforme des retraites. Et on va en parler avec mes invités, mais on parlera aussi du dialogue social en entreprise, de la manière dont se passe réellement ce dialogue social. Deux experts, deux observateurs, deux acteurs de ce sujet. Frédéric Souillot, ravi de vous accueillir. Merci d'être sorti de ce conclave, secrétaire général de Force ouvrière. Vous n'aimez pas le mot, hein ? Conclave, vous levez les yeux au ciel dès que je vous dis conclave. C'est pas que j'aime pas le mot, mais je pense que ce jour-là, le Premier ministre, il aurait mieux fait de parler de concertation ou de conférence ou de ce qu'il veut, mais conclave, on est dans une république laïque et la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, c'est dit, c'est posé. Pierre Ferracci, ravi de vous accueillir sur le plateau. Également. On a commencé par un sourire, puisque ce mot conclave, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais François Bayrou, président fondateur du groupe Alpha. Et puis, au-delà, fin observateur, expert des arcanes du dialogue social, du travail des syndicats patronaux et salariaux. D'abord, un petit mot sur les retraites. Le rapport de la Cour des comptes a été repoussé d'une journée. Il sera développé et présenté jeudi prochain, jeudi dans 2 jours. Oui. On dit que finalement, entre ce qui avait été annoncé par François Bayrou, 45 milliards, 55 milliards, le rapport de la Cour des comptes semble avoir fait baisser un tout petit peu le déficit. Finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, la crise des retraites, si je déflore un peu le rapport de la Cour des comptes. Déjà, est-ce qu'il y a crise ? Nous disons, et nous l'avons dit l'année dernière sur la réforme des retraites, il n'y a pas de crise. Et il n'y avait pas besoin de reculer l'âge de départ ou d'allonger la durée de cotisation. Il n'y a pas de crise. Non, il n'y a pas de crise des retraites. Écoutez, on nous explique qu'en 2030, alors les projections du Conseil d'orientation des retraites, parce que l'expertise, c'est là où elle se fait. Les chiffres et les analyses, c'est là. Eh bien, il nous explique que 6 à 7 milliards de déficit, ça dépendra du taux d'emploi. Et notamment du taux d'emploi des seniors. Si on l'augmente de 10 points, on sera excédentaire de 4 milliards dans les caisses en 2030. Avec un chômage qui a progressé, il y a une trentaine d'années, 4 actifs finançaient un retraité. Aujourd'hui, on est à un actif et demi pour un retraité. Ça veut dire que le système ne peut pas tenir, Pierre Ferracci. Il y a crise ou pas crise ? Il y a crise du travail, il n'y a pas crise des retraites. Frédéric a mis l'accent sur un point essentiel que les pays scandinaves ont traité depuis longtemps. Les seniors, quand je dis les seniors, à commencer par 55 ans jusqu'à 62, 64 ans, travaillent beaucoup moins que dans les autres pays. Le taux d'emploi et ce problème n'a jamais été traité. Dans les pays du Nord, il a été traité avant de décaler l'âge de départ à la retraite. Et si on règle ce problème, oui, le problème de financement s'estompe très fortement. Donc ce problème-là, il faut le traiter. On est bien placé pour savoir que dans les plans de restructuration, le critère d'âge est le critère premier, oui, et qu'on fait partir les plus anciens, qui parfois le souhaitent d'ailleurs quand ils font des travaux pénibles, parce qu'ils savent très bien que ça va être de plus en plus pénible. Ou pas seulement, je m'autorise à... Oui, tout à fait, parfois. Mais en tout cas, du côté des entreprises, il y a un gros travail à faire. Et si on règle ce problème, des économistes, même très libéraux, le disent, on règle en grande partie le problème de financement des retraites. Donc l'enjeu, c'est effectivement le taux d'emploi des seniors et de les accompagner dans des emplois moins pénibles, parce que c'est un vrai sujet. Travailler sur leur fin de carrière. Seniors, mais on a la totalité, le taux d'emploi des 25-64 ans. La dernière étude INSEE disait qu'on était à 49% en France de taux d'emploi. CGT dit abrogation, CFDT dit aménagement. Qu'est-ce que dit FO ? Moi, je le dis depuis le début, et je l'ai encore dit ce matin à Matignon, abrogation de la réforme des retraites. Quand 50% des gens qui liquident leur retraite aujourd'hui à 62 ans et quelques mois ne sont plus en emploi, et 18 000 d'entre eux sont au RSA parce qu'ils ont perdu leur emploi à 55 ans, qu'ils sont passés par l'assurance chômage, les minima sociaux, et ça, ce ne sont pas des profiteurs, ils le cachent même à leur famille. Parce que expliquer à vos enfants que vous terminez votre carrière professionnelle au RSA, vous continuez de faire le poulet et les frites le dimanche, vous le dites à personne, et la semaine vous vous débrouillez, vous mangez des patates.
C'est tragique ce que nous décrit. Oui, je crois qu'il faut en tout cas, au-delà de la sémantique, préserver l'essentiel du système de répartition qui fait partie de notre culture, de notre système social au sens large. Et en tout cas, si certains ont envie... Capitalisation est arrivé dans le MEDEF à porter le sujet. Si certains, justement, ont envie de porter de la capitalisation, il faut au moins respecter 2 critères. D'abord, ne pas mettre en cause les fondements du système de répartition et ensuite en faire au moins un instrument de développement de l'industrie nationale, comme là aussi l'ont fait certains pays scandinaves et de façon extrêmement puissante. Je pense notamment à la Norvège. Après, la capitalisation, c'est vrai que les syndicats, si c'est marginal et si c'est équilibré, ont intérêt à bien réfléchir. Donc un système quoi, mixé? Oui, mais bien sûr, mixé, dosé, mais avec un poids essentiel pour la répartition, pour ce travail entre les générations. Mais c'est aux entreprises, Pierre Ferracci, de le faire, de dire aux salariés, on vous met en place. Oui, mais l'État doit donner une impulsion parce que autrement, dans les entreprises et parfois les citoyens eux-mêmes, les salariés eux-mêmes, avec leurs banquiers, avec leurs assureurs, gèrent de la capitalisation. Donc moi, je préfère demain un système, s'il est introduit, géré par l'État. Géré par les partenaires sociaux, avec un œil bienveillant de l'État, avec une application de la Caisse des dépôts, par exemple, qui doit être un instrument technique très fort. Mais pas aux mains des compagnies privées, c'est ce que mais vous mettre dites. les partenaires sociaux dans le coup, comme ils gèrent très bien le système complémentaire de retraite, je pense qu'ils sont capables d'avoir de la capitalisation, une approche plus dynamique, plus positive que ceux qui ne voient dans la capitalisation que la façon de remplacer le système par répartition. Louis Gallois, qui est une personne, quand elle s'exprime, qui dit des choses, il s'est exprimé au Sénat, alors il dirige France Industrie, me semble-t-il, c'est un grand patron, qui dit, je le cite, je considère que par rapport à notre modèle social et à son financement, parce que le sujet était aussi posé de manière plus large sur le financement du modèle. Frédéric Souyeux, ça va vous intéresser, peut-être que vous l'avez entendu, Louis Gallois, qui dit « Je considère que le compromis de 45, où la capacité contributive des contribuables était faible, a été déporté sur les entreprises. Et évidemment, la question, je considère que les marges aujourd'hui, il parle là aujourd'hui, des entreprises en France, est inférieure à celle des autres pays, pointant du doigt le fait qu'on ne fasse peser que sur les épaules des entreprises le financement tout ou partie de notre modèle social. Est-ce qu'on doit repenser le financement du modèle social? En un mot, on parle de l'industrie en France, de la compétitivité des entreprises françaises. Est-ce qu'avec ces boulets aux pieds, elles peuvent concurrencer d'autres pays hors Europe? Alors, vous n'auriez pas dû m'inviter parce que moi, je ne vais pas parler de boulets aux pieds. Notre sécurité sociale, elle a 80 ans. En octobre 2025, ça fera 80 ans que le Conseil national de la résistance a mis en place notre sécurité sociale. Mais il dit quand même que la capacité contributive des contribuables en 45 était faible. C'est la raison pour laquelle on a fait porter sur l'entreprise le modèle social. Alors, il dit en creux qu'aujourd'hui, les salariés ne sont pas dans la situation de 45. Alors, soit. Pour autant, en 1945, il fallait tout reconstruire et il fallait bien redonner une impulsion à la République, et notamment à travers la sécurité sociale et notre protection sociale collective, qui, je le rappelle, qu'on soit employeur ou salarié, nous prend en charge de la naissance jusqu'à notre mort. Pour autant, les cotisations que nous réglons les uns et les autres, parce que quand on dit c'est à la charge de l'entreprise... Non, les salariés payent des cotisations... Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le salaire différé. Maintenant qu'on arrive à se projeter dans le temps et qu'on regarde le financement de notre protection sociale collective dans 30 ans ou 40 ans, ce qu'expliquait Pierre peut-être sur un volet capitalisation. Alors, si on reste sur cette sémantique-là... Un dosage. Il va y avoir une opposition des organisations syndicales, quasiment toutes, sur capitalisation. Parce que on ne voudrait pas qu'après-demain matin, on soit comme les fonds de pension américains ou ailleurs, où on irait spéculer sur le dos de pauvres bougres comme nous ailleurs dans le monde pour pouvoir avoir le même rendement à la bourse à la fin de l'année. La crise des subprimes en 2008, tous les fonds de pension le lendemain matin, ils ne savaient plus comment payer les pensions de retraite des retraités américains. Mais là, vous avez balayé d'un revers de main dès le début de l'émission. Il n'y a pas réellement de crise des retraites. Globalement, le système va peut-être s'équilibrer. On attend le rapport de la Cour des comptes qui a l'air plutôt positif et encourageant, puisque vous avez des informations. Si j'ai bien compris, je vous vois sourire. Vous avez bien des informations. Qu'est-ce que nous dit ce rapport de la Cour des comptes ? Ce rapport de la Cour des comptes nous dit qu'il n'y a pas de déficit caché, comme le laissait sous-entendre le Premier ministre quand il était parti dans ses aléas religieux au moment de son discours de politique générale. D'où le conclave. Et d'autres. Le sujet, on le connaît, tous.
depuis longtemps, Conseil d'orientation des retraites. On les connaît, les prévisions. Excuse-moi de revenir sur mon sujet, mais plus assez d'actifs aujourd'hui pour financer le chômage à repris. Alors, écoutez, je suis désolé. Quelqu'un, début 2024, a parlé de réarmement démographique. Oui. Bon. Ben heureusement qu'on n'a pas eu 100 000 bébés de plus parce qu'on n'avait pas assez de maternité pour qu'ils puissent accoucher, on n'avait pas assez de crèches demain matin et pas assez d'écoles après demain. Un pays vieillissant. Pierre Ferracci. Ça crée d'autres problèmes. Non, mais pour revenir le sur modèle social. Oui, alors l'entreprise, on lui fait peser sur ses épaules Oui, mais puisque vous citez Louis Gallois, je crois savoir, le problème est plus complexe que ça. Je crois savoir qu'il y a quelques années, il critiquait aussi le système d'exonération des cotisations qui portait sur les bas salaires autour du SMIC et qui avait contribué à mal spécialiser l'industrie nationale. Il était chez Renault d'ailleurs. Voilà, et qui explique aujourd'hui qu'on a un vrai problème de réindustrialisation et c'est pas en 3 ans qu'on va refaire ce qu'on a fait baisser en 40 ans. Donc il faut reprendre le système à la base. Je pense qu'au-delà des retraites, il y a aussi une crise des finances publiques aujourd'hui qui dépasse largement le cadre des retraites. Il y a des enjeux sur l'assurance maladie également. Il y a un pays qui n'est pas très bien placé en matière d'accident du travail. Donc ça c'est aussi le problème, on y reviendra peut-être avec la semaine de 4 jours, c'est le problème aussi d'un équilibre à trouver entre le temps de travail, les rémunérations, les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Mais donc pour revenir à votre question, il faut peut-être penser le modèle de financement, mais il ne faut pas commencer par dire que les entreprises n'en peuvent plus et qu'il faut de ce côté-là faire amende honorable et revenir sur tout ce qui a été fait. Si on revient sur ce qui a été fait, et certains patrons le disent également, il n'y a pas que Louis Gallois, il y a un système d'exonération qui est mal pensé depuis le départ, qui a peut-être favorisé l'emploi à court terme, qui a détruit le travail et le travail qualifié et notamment une partie de notre industrie à moyen et long terme. Et favoriser l'industrie en France, donc les salariés qui fabriquent en France. Je ne reviendrai pas sur la phrase de Bernard Arnault avec cette joute entre Michel-Édouard Leclerc et Bernard Arnault. La semaine des 4 jours, pour ou contre chez FO? Parce que la RATP, vous avez vu, lance, il y a plusieurs entreprises de l'informatique, mais là c'est la RATP qui dit on a des difficultés de recrutement, c'est de la marque employeur, et puis c'est aussi un métier pénible, conduire des bus avec des horaires décalés. Est-ce que vous dites on soutient cette initiative? Alors, la semaine de 4 jours, je pense, et qu'il ne faut surtout pas passer par une loi comme pour la réduction du temps de travail et les 35 heures. Aux entreprises? Voilà, aux entreprises et dans les branches de discuter de l'organisation du travail. En 4 jours, en 5 jours. Moi, je viens de l'industrie, où nous, on travaillait ce qu'on appelle en feu continu, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par équipe. Enfin, c'était 5-8 ou les 6-8, ça dépendait du mode d'organisation de travail, mais pour le coup, il y avait des semaines où on ne travaillait que 3 jours. Et pour revenir sur ce que disait Pierre, notamment sur prévention et notre taux d'accident du travail, alors l'organisation du travail est un vrai facteur de prévention. Eh bien, la semaine de 4 jours, si c'est un vrai facteur de prévention, pendant des années, et j'assume la responsabilité, y compris de mon organisation syndicale, parce que j'ai un droit de suite, on a parlé réparation à la fin. On arrive tout cassé à la retraite ou en invalidité, il faut que ce soit réparé. Oui, arriver en bonne santé à la retraite. Eh bien moi, je préfère qu'on parle de prévention. On fait d'abord de la prévention et évidemment, s'il y a de la réparation, on verra ça plus tard, mais anticipons les choses. Juste Pierre Ferracci, avant de nous quitter, il reste peu de temps, mais le patron de la CPME, donc, qui a remplacé une figure, qui était une figure, le patron de la CPME est resté très très longtemps. Là, c'est aujourd'hui un patron qui a créé Hitch, qui est une plateforme qui concurrence Uber. Enfin, c'est quoi? C'est une révolution dans le dialogue social et je dirais dans les images de ceux qui vont incarner le dialogue social, parce que c'est un personnage original quand même. Alors un mot simplement sur la semaine en 4 jours. En 4 jours, pas de 4 jours. Moi, je suis très réservé. Si c'est faire en 4 jours ce qu'on fait en 5 jours, il y aura une intensification du travail qui se traduira par de la fatigue, des conditions de travail dégradées et une perte de productivité. On réduit le temps de travail? Voilà, et on a déjà... Non, ça après, ça dépend de chaque entreprise. Mais vous savez, déjà, avec la mise en place des 35 heures, je le dis souvent à mes amis syndicalistes, on a vu comment les entreprises ont rattrapé le coup des 35 heures, qui était de plus de 10%. Modération de la politique salariale et intensification du travail. C'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, en matière d'accident du travail, en matière de risques psychosociaux, on n'est pas les mieux placés en Europe. Et la productivité a commencé à baisser, même si elle se redresse là un peu plus vite que prévu. Donc moi, je suis très prudent là-dessus. C'est vrai que c'est tentant pour un salarié d'avoir 3 jours consécutivement. Mais il y en a qui en reviennent parce que la fatigue, au bout de 4 jours intenses, ça se fait sentir très vite. Il nous reste 40 secondes. Le patron le nouveau patron de la CPME... Alors, je déjeune avec lui dans quelques jours. C'est vrai que c'est une excellente information. C'est une personnalité atypique. Et puis,
puis je vais le mettre en face de quelques syndicalistes et de la ministre du Travail Parce que prochainement. le dialogue social, c'est compliqué sur les plateformes. Oui, mais en tout cas, bon, c'est quelqu'un d'assez atypique. Moi, je suis la première organisation syndicale chez les travailleurs de plateforme. Donc, Vous allez pouvoir parler avec lui. Voilà, mais j'ai déjà discuté avec lui et il n'est pas que créateur de plateforme. Non. Dans le médico-social et le Vitaliance. non lucratif. Absolument. Et il a fait le travail dans la branche et ça se passait plutôt bien. Pour l'avantage, Vitaliance, c'est une grande entreprise. Et une très grande entreprise. Plusieurs milliers de salariés. Tout à fait. Mais Donc c'est plutôt c'est un patron original. Moi, je vais le découvrir. Je le connais peu, mais je serais ravi de discuter avec lui, y compris du code du travail réduit à une page, comme il a évoqué. Ben ça oui. me paraît un peu juste. C'est pour ça que j'évoquais ce sujet. Cet homme a quand même une vision comme ça un peu simplifiée du dialogue social et du code du travail. Mais quand on commence, on doit faire de la communication pour apparaître. Et puis après, C'est la ça. réalité nous rattrape. Donc Et le pragmatisme aussi. Il va donc rentrer dans le rang et peut-être participer à ce conclave pour finir sur ce mot que vous n'aimez pas. Merci Pierre Ferracci, président fondateur du groupe Alpha. Puis vous aviez sur votre agenda, je crois, le logo du Paris FC, parce que je crois que c'est aussi votre deuxième bébé entreprise, parce que c'est aussi une entreprise, le Paris FC, qui fait vivre des salariés. Merci à vous Frédéric Soudio d'être venu nous rendre visite. Merci. Secrétaire général Force ouvrière, et vous allez peut-être retourner assez rapidement, là, dans les jours qui viennent, de nouveau négocier. Ça se termine quand avant de nous quitter la négo? On ne sait pas, elle n'a pas commencé. Et déjà, il y a un Elle n'a pas report. commencé. Il y a un report du rapport. D'accord. Et Eh ben, peut-être que ce sera jeudi qu'on nous le remettra. Mais je dis bien peut-être. D'accord. Eh bien, on en saura plus avec ce rapport de la Cour des comptes. Merci à vous deux, messieurs. Merci. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et c'est tout de suite.